c'est comme, enfin, pour moi dans cette série, c'est comme dans Batman. La ville, c'est le personnage principal finalement. C'est toutes ces rues, tout ce qui se passe, c'est le produit de la ville, le produit et à la fois l'origine de ce qu'il y a, de tous ces mouvements, c'est la ville d'Alger. Et, euh, et à travers, en pensant à ça, je me suis posé la question de finalement, si on devait définir de manière un peu subjective qu'est-ce qu'une ville, quand on parle d'une ville, moi personnellement, je pense plus directement la première chose qui me vient à l'esprit, c'est du bâti. C'est du bâti, donc des masses fermées qui vont représenter le plein, donc des édifices, avec des matériaux qui vont changer selon les villes et des esthétiques différentes qui vont évoluer au fur et à mesure des époques et des rues. Et pour constituer aussi les masses fermées, il n'y a pas que des matériaux, il y a aussi tous ces espaces vides qui vont nous permettre de considérer les espaces pleins. Et dans cette série, c'est justement ces espaces vides qui sont importants. C'est tous les espaces vides qui vont constituer le commun. Donc si on peut y penser, on a tout ce qui est interstice, les rues, les avenues, les boulevards, et on a les espaces verts, sortes de trouées vertes dans la ville, espaces de respiration. On a les places, lieux très 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 importants de sociabilité et pour asseoir aussi le pouvoir d'une ville à travers, par exemple, le style architectural des places, la présence de lieux de culte sur les places en France ou ailleurs. Et ensuite, dans ces villes, on peut compter aussi sur la présence de la nature, le paysage naturel. Par exemple, Alger est beaucoup de poésie sur Alger tourne autour du fait que c'est une colline, une baie, et c'est quelque chose qui a été obligatoirement inclus dans notre manière d'appréhender Alger, c'est la présence de la mer et la présence de la nature. Donc, le paysage forme aussi, la nature forme aussi les villes. Les villes, c'est aussi une configuration spécifique, donc s'adapter au relief, mais aussi construire, organiser selon une fonctionnalité, une praticité des espaces, une densité. Moi, je viens de Marseille, donc je ressens vraiment une différence de densité entre mon quotidien à Marseille et les quelques jours que je passe ici. Et cette densité joue sur donc une économie de la ville, par exemple dans le sens où les villes sont possiblement des unités segmentées. Donc on a une ville et on peut avoir des arrondissements, des quartiers, et qui vont se différencier les uns des autres selon une certaine économie. Donc, dans toutes les villes, il y a des quartiers qu'on appelle diplomatiquement des quartiers en cours de réintégration. Il y a aussi des quartiers huppés, des quartiers d'affaires, etc. Donc l'économie joue énormément dans ce qui se passe dans la ville. Et ensuite, et c'est ça qui est le paramètre le plus important et qui est plus un paramètre, disons, poétique, c'est tout ce qui se passe comme frottement dans ces espaces communs. Dans les espaces communs que j'ai cités tout à l'heure, donc cette façon de créer le parcours, qui est créé par cette organisation, la praticité, mais aussi la vie de chacun et chacune, aller au travail, emmener ses enfants au sport, sortir se balader, sortir du resto et rentrer chez soi parce qu'il n'y a plus de bus, etc. C'est tous les parcours que nous construisons toutes et tous. Et l'effervescence et la résilience qui se créent à travers ces parcours-là et qui vont fabriquer l'énergie et l'atmosphère d'une ville qui va au fur et à mesure s'exprimer dans cette écrin de vie que sont nos quartiers et nos villes. En fait,
Moi, je reliais cette photo à cette partie-là de la présentation parce que j'ai été touchée par rapport à la ville, par rapport à la densité de la population. J'ai été touchée par justement tous ces sièges vides et la présence de ce mec-là qui fait un peu sa vie. Et par justement ce nombre, parce que plein, ça n'aurait pas fait la même chose parce que c'est vraiment un moment paisible dans quelque chose qui est censé être plein. Et c'est pour ça qu'elle me touchait, que je reliais ça un peu à tout ce qui était urbain. Voilà. En fait, ensuite, je voulais un petit peu parler de la photographie, et je disais tout à l'heure de ce qui pouvait faire œuvre, parce que pendant l'introduction, j'ai évoqué cette différence, ces quelques différences de manière non exhaustive entre le street art Lariba et les graffitis tag. Les graffitis et les tags ne sont pas même si on peut trouver ça beau, ça c'est une subjectivité de chacun et de chacune, elles ne sont pas des œuvres d'art, elles ne sont pas pensées comme ça. Il y a, donc ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de rapport à l'auteur comme étant artiste, et il n'y a pas, par exemple, ce qu'on peut avoir dans les œuvres d'art, c'est exposé dans les villes. Et finalement, ce dont on parle dans cette série, c'est comment, à travers la photographie, on peut faire une œuvre. Photographier quelque chose qui n'est pas à la base artistique et qui est plus du discours public et de la réappropriation d'espace public. Photographier, mettre un regard, passer, repasser, observer les gens, leur parler, et ensuite recomposer, découper, éditer, créer des compositions, puis produire des supports et les exposer dans des lieux comme celui-ci. C'est ce processus qui fait art, qui fait que ce que nous pouvons voir ici, c'est de l'art. Et je voulais aussi revenir sur le fait que la photographie et les représentations sociales de la vie qui passent majoritairement par la photographie, elles participent pleinement à la définition de la vie même. C'est ces représentations qui vont différer selon les villes, selon les groupes sociaux. Elles constituent ce qu'on appelle, donc, oui, l'image d'une ville, ça tombe bien, on est bien tombé, mais ça participe à créer, constituer et archiver l'évolution d'une ville, d'une activité, d'une culture, de groupes sociaux, de groupes culturels, et aussi à parfois à figer une ville comme une image mythifiée, comme à nourrir un imaginaire d'un lieu ou de plusieurs lieux. Et parfois, oui, ça fige l'image d'une ville. Et ces villes-là permettent aussi, ces photos-là permettent aussi de, voir le pouls d'une ville et d'une population, mais aussi celle des forces en pouvoir et des politiques urbaines. Il y a un papier d'une chercheure qui a travaillé sur le fait que dans la politique publique de certaines villes d'Europe, la présence de tags et de graffitis, donc pas de street art, de tags et de graffitis était encouragée par le non-effacement, mais que dans certains quartiers des villes. Parce que si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez croiser des personnes qui vont faire du tourisme dans des villes et qui vont se prendre en photo, qui vont des tags, qui sont parfois militants, parfois tristes, parfois qui n'ont pas grand-chose à voir avec une activité touristique. Et les politiques publiques commencent à inclure ça
dans leur vision de la ville et comment ils fabriquent une ville et comment ils fabriquent des zones touristiques dans une zone beaucoup plus large. Et ces photos-là aident aussi dans la recherche à étudier, la morphologie d'une ville et les formes urbaines, et à pouvoir, en archivant ces photos, pouvoir voir une évolution de ce qui peut ne pas être étudié par des chercheurs, comme des influences historiques, des guerres de groupe, des oppositions identitaires, des oppositions ou des déclarations identitaires qui peuvent mettre du temps à être étudiées par des chercheurs. Et par rapport à cet aspect identitaire, est-ce qu'il y a une photo dont tu aimerais parler? T'as vu, je suis confuse tout à l'heure. Je vais rien parler de celle-là. Cette photo-là. Vas-y. Dans le contexte, je parle un peu autour de la photo. Ouais. À l'époque, cette photo, je pense une année avant de commencer ce projet, et je le pense en tant que série. Et à ce moment-là, j'étais dans un quartier qui s'appelle Belcourt, Belwesden actuellement, et j'ai mangé et je suis sorti avec mon appareil photo. C'est aussi un exercice que je faisais depuis toujours. Je ne le fais pas à Rennes, et depuis que je suis en France, ça me manque, mais je réfléchis à le reprendre. Et donc avec mon appareil photo, j'étais sur la randonnière et je me conduisais. Et j'ai vu ce tag, justement, je conduisais, et j'ai vu ce tag sur le mur. J'ai garé en deuxième position, sans pris la photo. Et j'ai pris cette famille de réfugiés, peut-être maliens, nigériens, qui étaient à l'époque, qui faisaient à l'époque une vague de gens qui ont fui cette région du Sahel par rapport à la guerre qui s'est déclenchée à l'époque. On avait l'habitude de rencontrer beaucoup de ces gens qui ont immigré vers le nord. Et cette dame qui allait traverser la route, et pour apporter un éclaircissement sur ce qui est écrit, ici c'est Allah Akbar, c'est une inscription que vous connaissez tous et toutes. Et bien sûr, le sens profond de cette inscription. Et dans ce contexte, se rejoint la lutte d'un peuple opprimé qui est celui de Gaza. Parce que ici, à côté de cette porte, il y avait un autre mur. Donc ici, c'était écrit à droite Allah Akbar, et par ici, Gaza libre. Donc c'est une question qui était déjà posée sur les murs d'Alger, et pour dire que les Algériens soutiennent la cause palestinienne et Gazaouis depuis toujours. Les Algériens qui ont vécu déjà cette expérience de colonisation, c'est chez nous, les Algériens, que l'État de la Palestine a été proclamé. Et donc, pour dire que dans le champ, dans le constat, il y avait cette suite. On peut dire aussi que ça s'utilise couramment chez nous, et ça n'a aucun lien avec ce qu'on appelle le terrorisme. On peut voir un éclair et dire Allah Akbar, justement gloire à cette puissance divine. Et moi j'ai beaucoup de souvenirs quand j'étais en train quand j'étais petit, et voir justement des éclairs, et ma grand-mère disait ça. Je voulais partager avec vous cette expérience qui est très importante. Et voilà.
fait un petit moment qu'on m'a pas demandé ça, mais est-ce que vous avez des questions? C'était pas Oui, mais je crois que c'est une question. En fait, est-ce qu'un graffiti est un simple signe, c'est-à-dire un mot qui prend sens dans un espace social et qu'on interprète, ou bien est-ce que ça s'inclut dans un dialogue entre graffitis qui se répondent les uns les autres? Est-ce que tu sens ça sur certains murs, et dans le temps et dans l'espace? Alors, c'est les deux. C'est les deux. Le graffiti est un signe dans le sens sémiologique et sémantique. C'est que ce soit une suite de lettres qui vont constituer des mots ou des symboles qui vont faire appel à notre imaginaire pour interpréter ça. Et à la fois, il y a aussi, pas dans tous les graffitis, il y a aussi une histoire de jeu et de réponse, d'accusation, parfois d'un dialogue unilatéral, avant de parler de celui où il y a les mots qui ont été classés par rapport à cette question. Moi, j'aimerais parler de décharge interdite. Décharge interdite, donc c'est un matelas par terre. C'est un matelas qui est par terre et il y a quelqu'un qui a écrit voilà, décharge interdite. Donc ça, c'est ce genre de phrases parfois déclaratives font office de rappel à l'ordre du peuple pour le peuple, de voisins pour d'autres voisins. Il y a cette manière-là de dialoguer et de rappeler parfois, faire des rappels de propreté ou de morale. Il y a aussi vraiment des ping-pong entre des gens et de dialogue entre deux personnes à travers un mur. Exactement, c'était une sorte de ping-pong. Et avant de parler de cet exercice que les gens ont l'habitude de faire sur les murs d'Alger, moi je parle un peu de ma démarche, c'est d'aller rencontrer ces gens, rencontrer les gens que je retrouve dans la rue, et de savoir qui a écrit et qui a inscrit ce genre d'inscription, d'aller rencontrer cette personne qui n'a pas trouvé une autre solution pour faire monter sa voix, pour faire entendre sa voix. Moi, mon idée, c'était aussi de documenter toutes ces traces et de leur donner une suite, donc de les montrer ailleurs et de leur donner une continuité dans leur existence. Donc, discuter autour de ça. Et de cet exemple, moi, je peux vous dire ce qu'il écrit. En fait, c'est quelqu'un qui a écrit au nom de son adversaire, de son ennemi, Son rival. son rival. En fait, il y a sûrement une question de règlement de compte. Il a dit moi, je ne sais pas comment, Hicham. Donc, ici, c'est moi, Hicham, fils de pute, 100%. Ma sœur travaille pour moi. Pour vous dire qu'il a écrit le nom de famille et le prénom de la personne. C'est comme si c'est la personne avec qui il a un problème qui a écrit cette inscription. On peut remarquer par la suite que peut-être c'est cette personne visée qui est venue, donc elle a effacé son nom de famille, elle a effacé aussi le nom d'en bas de sa sœur. Celui-là. Là, c'est ma sœur. Oui, ma sœur. Et c'était dans un quartier populaire à Alger, où on pouvait croiser ce genre de règlement de compte à travers le texte, que je trouve quand même bien, parce qu'il y a cette forme d'expression qu'on ne peut pas trouver ailleurs, et qui est directe et spontanée. Et c'est aussi ça qui m'a intéressé dans cette série, c'est d'aller rencontrer, d'aller documenter ces inscriptions authentiques dans ce milieu brut, mais c'est ça. Donc c'est toutes ces inscriptions qui viennent se poser l'une vers l'autre. C'est aussi ça qui m'a attiré. Alors, je vais passer à l'écrit urbain.
En fait, dans cette partie, je voulais questionner les régimes de visibilité et de lisibilité de l'écrit, du pouvoir et de sa transgression, parce que le graffiti, c'est disons, l'outil de la lutte contre le silence, l'isolement, et aussi un outil de choix pour manifester, par exemple, un sentiment d'insécurité et un sentiment de frustration par rapport à des discours politiques qui, eux, sont en maîtrise des moyens de communication et qui commandent la tribune. Certaines personnes n'ont pas de tribune pour s'exprimer. Ça. Bon, on va dire que ça va un peu mieux pour certains et certaines avec les réseaux sociaux, mais ce n'est pas gagné étant donné le flot d'informations qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Et en fait, considérer les éléments dans tout les éléments, les écrits, les symboles dans tout un contexte qui est celui de la ville, de la rue, d'un contexte culturel, et dans une configuration à plusieurs couches, donc de personnes qui passent, de rues, de noms de rues et d'inscriptions. Considérer ça comme un ensemble permet de travailler la présence du graffiti en ville comme une tradition politique et contestataire, de sortir ça de quelque chose de purement graphique et un peu ça sort juste de la base qui est de salir les murs et d'inscrire des gros mots et basta. Ça permet d'aller un petit peu plus loin dans notre analyse et penser le graffiti en inscription, en réinscrivant dans un espace public et politique, c'est un travail qui a été maintenant fait par des historiens. C'est dont un Armando Petrucci, qui appelle ça l'écriture exposée et qui définit le graffiti comme quelque chose qui est intense et puissant de par sa taille et la possibilité d'être lu à différentes distances et à plusieurs sans forcément être là pour la même raison. Ce n'est pas un événement commun de lire un graffiti. On peut être des inconnus et pouvoir regarder ça, comprendre un message, le réinterpréter. Et il n'y a pas forcément d'interrelation entre les personnes dans cette notion d'écriture exposée. Et en fait, dans un de ses ouvrages, il interroge justement les régimes de visibilité et de visibilité en analysant cette dimension transgressive de l'écriture urbaine et en la considérant comme un ensemble qui est contre-institutionnel, qui est transgressif et contestataire par rapport à un ordre institutionnel, qui est fabriqué par, je disais tout à l'heure, les plaques pour se diriger dans une ville, les affiches, donc tout ce qui est production de promotion de produits, mais aussi comment les rues sont standardisées par la présence de certains revêtements au sol, par la fabrication de vitrines de boutiques, etc. Cette activité existe depuis très longtemps, et même d'ailleurs en dehors des villes, et décrite par une chercheure comme... D'ailleurs, je donnerai tout à l'heure les références pour les personnes qui voudraient noter les titres des articles, etc., comme une forme de sismographie des émotions populaires et politiques. Et les premières études qui ont été faites par rapport à ça, ça a été en Angleterre du XVIIIe siècle, et ça a servi à comprendre des processus sociaux et politiques
mais aussi à mieux appréhender la ville. Donc je vous disais par rapport tout à l'heure à des processus de territorialisation, d'appropriation de l'espace, comme dans le nord de l'Irlande, ou à comprendre les dynamiques de pouvoir entre les différentes sphères sociales, les classes sociales et les sphères socio-professionnelles, au fur et à mesure. Donc, plus qu'un marquage, le graffiti est un révélateur de rapport de pouvoir entre le eux et le nous, mais en interne aussi, dans une seule catégorie sociale ou politique, de comprendre comment s'actionnent les pouvoirs et comment ils fonctionnent et comment ils évoluent. Et est-ce que, moi j'ai une petite idée, est-ce que toi tu voudrais parler d'une des photos spécifiquement par rapport à cette partie, par rapport à cet aspect politique du graphisme? Ou est-ce que, par exemple, je peux passer à... Est-ce qu'on peut parler du graffiti à Alger et ensuite parler de plusieurs photos? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, les graffitis à Alger, donc ce que j'ai fait ici, c'est pour créer justement un ping-pong entre un travail artistique et de la théorie. J'ai essayé de trouver des données de recherche, des données quantitatives, des tentatives de données quantitatives, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est difficile de trouver des auteurs, de voir qui reçoit, qui lit vraiment, qui comprend. Donc j'ai essayé de trouver et j'ai trouvé une tentative qui s'est déroulée à Alger et qui soit linguistique ou iconique. Donc les graffitis participent à la mise en mots d'une identité urbaine et collective qui est chargée de revendications. Et nous montre aussi le poids des langues, la corrélation qu'il y a entre les langues, les espaces et les sociétés, et nous permet d'analyser certaines pratiques langagières et des stratégies de discours qui sont déployées. Et donc c'est une chercheuse qui s'appelle Wafa Bejawi, qui a travaillé sur un corpus de photographie de graffiti, et j'ai trouvé ça extrêmement constructif de voir que si elle a travaillé sur un grand corpus de photographie de graffiti, on retrouve exactement ce qu'on peut voir ici dans cette série. Et ça se résume en 3 points. Le texte est prédominant, étant donné, disons, une maîtrise. On sait tous et toutes écrire des mots, plutôt que dessiner des symboles. Il y a aussi un impératif de matériel, de disponibilité de la peinture, des bombes, alors que pour un mot, on pourrait utiliser un peu n'importe quoi. Il y a des graffitis carcéraux qui sont faits à l'aide de suie, de bougies, et ça, c'est à la portée de tout le monde. Alors qu'avoir un peu plus de matériel pour dessiner de grands symboles et avoir quelque chose de plus esthétique est un peu plus compliqué. Donc on a la prédominance du texte. Les graffitis algérois sont presque à 45% en français. On mélange le français avec une des autres langues pratiquées. Donc juste à savoir, à Alger, on parle en français. Le kabyle y est parlé, et on a ce qu'on peut appeler le dialecte algérois, qui est un mélange d'autres langues, et on a l'arabe institutionnel. C'est un arabe classique qu'on apprend à l'école et qu'on regarde voilà, les infos. Donc le français est prédominant et est souvent accompagné d'une des autres langues. Et les thématiques, c'est le sport et les thématiques sociales qui prennent le dessus. Donc les emblèmes, donc les drapeaux d'équipes de foot et les noms d'équipes de foot par quartier sont très 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 présentes, parce que c'est un vecteur d'identité de quartier.
Et par rapport aux thématiques sociales, on trouve beaucoup le logement, le chômage et l'immigration clandestine qui occupe une grande place dans les graffitis algérois. Il reste encore aujourd'hui des signes qui sont faits à la décennie noire. Je ne sais pas si cette période historique vous dit quelque chose, la décennie noire. C'est une période qui s'étend de environ 1985-86 à environ 1995, c'est une dizaine d'années à peu près. Et c'est la montée au pouvoir du front islamique du salut. Oui, juste pour rectifier le truc historique. En fait, il y a eu le renversement d'un parti politique qui a gagné les élections législatives. Donc ça a été renversé par l'armée et ça a donné que le pays est entré dans une guerre civile à partir de 1992 jusqu'au 1998. Donc même un petit peu avant, un petit peu après, c'est pour ça qu'on appelle ça la décennie noire, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de... Et c'est des années où il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle en France d'attentats. Donc c'est des bombes, beaucoup de personnes ont disparu et beaucoup de personnes sont à ce jour encore portées disparues. Et donc il y a aussi quelques références dans le tag algérois à cette époque qui est historiquement assez fraîche et qui continue à impacter le quotidien des gens et des familles et de beaucoup de mamans. Il y a aussi une petite place dans les thématiques à des inscriptions qui ont rapport avec la morale et les causes internationales, dont la cause palestinienne et la cause du Sahara occidental. Donc c'est aussi un territoire occupé par... toujours occupé actuellement par le Maroc. Est-ce qu'il y a une photo dont tu aimerais parler par rapport aux thématiques que j'ai explorées? Si tu veux, celle de Marseille. C'est une photo qui a été prise ici dans un quartier populaire. Moi, en parlant aussi un peu de ma démarche photographique, je vais vers ces quartiers, que c'est là où il y a beaucoup de vie, je pense. Il y a beaucoup d'échanges, il y a une ambiance qui est particulière. On peut partager un café et discuter de n'importe quoi et avoir des discussions très intéressantes et laisser le temps passer. Il n'y a pas cette frénésie quand on peut trouver ailleurs dans des quartiers occupés qui deviennent des quartiers dortoirs. Là, c'est la vie, même la nuit, partout, il y a quelque chose qui se passe. Et pour revenir à cette photo, ici on a ce monsieur, là, c'est un exemple de mise en scène. Il était juste à côté, enfin, juste à l'extérieur du cadre. J'ai juste invité à rentrer et poser. Et comme il avait ce chapeau et cette tenue, lui à la base c'est un marin. Donc, et dans ce quartier, et même à Alger, il y a beaucoup de similitudes. On a beaucoup de liens, déjà historiques, mais beaucoup plus à travers des liens familiaux avec cette ville qui est Marseille, et aussi parce qu'on se dit que ça ressemble beaucoup à Alger, d'ailleurs, même sur le plan topographique, il y a énormément de similitudes. Il y a par exemple Notre-Dame d'Afrique, qui est une cathédrale implantée sur les hauteurs d'Alger et qui fait face à la cathédrale de Marseille qui s'appelle la Bonne Mère, Notre-Dame de la Garde. Notre-Dame de la Garde. Donc il y a, même dans la façon comment ils ont construit ces bâtiments, il y a un lien. Et on peut le voir aussi sur les tags. Marseille, elle est très présente dans l'inconscient des Algériens, des Algérois. Et on peut voir aussi une inscription
qui dit que les États-Unis sont les plus forts. Oui, alors les États-Unis, c'est des boss, quelque chose comme ça, là-bas. Des boss. À côté, vous avez une croix gammée. Et il y a Madrid aussi. Il y a Madrid aussi. Madrid, c'est aussi lié à tout ce qui est foot de Madrid. Oui. Et la Liga. Donc, voilà. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez surtout pas. Moi j'ai une intuition et que j'arrive pas à mesurer, mais je trouve qu'il y a des différences dans l'expression des gens à la même époque. En fait. C'est donc des expressions qui sont soit qui parlent du rapport au pouvoir, qui en gros c'est la liberté d'expression par rapport au statu quo, ou des émotions, ou des sentiments, ou des expressions de la culture d'un monsieur ou d'une femme, ou n'importe qui, c'est vraiment connu, c'est le dire. Donc des références très très personnelles. Et c'est drôle parce que on trouve à la fois les mêmes choses et aussi on sent qu'il y a des différences entre, si on compare Rennes à Alger, donc je connais Rennes, centre-ville, quartier prioritaire, quartier populaire, on va dire entre les deux. Bref, je connais tous les types urbains de la ville et je sens qu'il y a des différences et des similitudes. Je trouve ça drôle de ressentir les différences aussi. On est dans un monde globalisé et on ressent des choses différentes. Si elle s'exprime d'une manière, mais après la graffiti c'est rigolo, c'est des photographies justement de l'instant T est différent d'un endroit à l'autre, c'est ce que je veux dire en termes de feeling, en termes d'émotion. Enfin, je veux dire, peut-être que ce que je veux souligner, c'est que avoir 30 ans, on a 70, avoir 30 ans à Alger ou avoir 30 ans à Rennes, c'est différent et ça se traduit bien là-dedans. C'est-à-dire que, on va dire que, puisque c'est une expression populaire et pas quelque chose de sélectionné, donc c'est pas du street art ou c'est pas de la littérature, on n'est pas dans des choses qui ont été finalement acceptées par des gens qui décident que c'est accepté. Mais on sent que c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est ça. Ça permet de sentir les différences entre des gens qui font bien partie de la même génération. Ça, merci beaucoup parce que je trouve que ton commentaire, même si justement tu vois cette différence-là, et tu dis que malgré la globalisation, on est la standardisation aussi des villes, parce que vivre dans une ville aussi, il y a beaucoup de points communs, etc. C'est différent d'avoir 30 ans à Rennes, à Marseille, à Alger, etc. Et en fait, je trouve que ton commentaire, il est très sensible et il me touche parce que moi, justement, j'avais relié ça à la globalisation, mais dans le sens inverse, en me disant que la globalisation créait les mêmes conditions d'impossibilité de s'exprimer qui menaient à la naissance du tag, tu vois. Et en fait, moi, je m'étais concentrée là-dessus, sur le fait que qu'on avait besoin, qu'on avait toutes et tous besoin de tags pour exprimer des choses. Et en fait, j'aime beaucoup du coup ton approche parce que ça contrecarre la mienne. Merci beaucoup. Pour compléter, on a aussi, du coup, si on se concentre sur cette photo, mais aussi sur n'importe quel endroit du monde, je reviens sur l'idée d'avoir 100 ans, mais on peut en avoir 70, on vit la même ville en ayant, par exemple, 30 ans de manière différente. C'est aussi ça que je veux dire. Pour aller au-delà de ce que je viens de dire, où je prends une autre branche, évidemment, tous les gens de 30 ans n'ont pas le même rapport au monde et à la vie, quoi. Ça, c'est important de se le dire aussi, parce qu'autrement, on a l'impression qu'on peut oublier que les gens ne ressentent pas la même chose que nous.
Merci. Ça, c'est un travail de fond. Et ça sera un peu ma dernière partie, c'est que j'aimerais finir par, je vais regarder un peu plus mon écran, par redécrire toute cette série-là en utilisant un peu des éléments de tout ce dont j'ai parlé, de la valeur de la ville, de la photo, de l'écrit urbain, etc. Et en fait, aussi loin qu'on puisse aller dans l'histoire, les murs donc, ont été un support d'expression, illicite, illégal certes, mais un support privilégié d'expression. Et que ce soit des graffitis politiques, ludiques ou sportifs, ou des interrogations un petit peu philosophiques, les villes sont porteuses de ça. Et cette série, c'est une exploration de ces inscriptions dans leur potentialité de se transformer, de transformer le discours, de nous donner des informations sur la culture, sur qu'est-ce que c'est avoir 30 ans à Alger, ou 70, ou ailleurs. Et la série propose de mettre en situation le graffiti en l'insérant dans son contexte immédiat et réel. Et donc, ça nous propose, au-delà de porter un regard exclusif sur un élément, ça nous propose des situations où on peut l'inclure dans quelque chose qui est plus grand, plus large et plus profond. Et dans ce sens, de comprendre l'environnement qui le contient et les interactions qui le produisent et qui gravitent autour. Et donc, ces éléments-là, tout ça, ça devient, ça catalyse une sorte de dialogue qui est nouveau. Donc cette série, tag sur tag, questionne la perception habituelle que l'on peut avoir du graffiti et propose de mettre en exergue la corrélation entre l'homme et sa trace dans la vie. Et pour ma part, analyser les inscriptions urbaines qui relèvent d'une expression de soi pour définir des différents modes d'appropriation d'une ville par ses usagers, c'est ça qui m'a permis de prendre du plaisir à faire ça, parce que l'originalité de ce travail artistique, c'est l'hypothèse qu'une nouvelle forme de participation citoyenne et d'appropriation symbolique de la ville, ça peut être étudié à travers l'art et cette pratique qui est la photographie et l'imagerie de la ville. Et aussi donc à travers l'observation de l'évolution des images et de comment se transforment les villes. En fait, les inscriptions urbaines sont une manifestation du jeu, d'un nous, prenant position non seulement par rapport à l'image d'une cité pour la modifier et interférer dans son devenir, mais aussi devant d'autres nous, d'autres groupes sociaux, d'autres entités, d'autres quartiers. Et c'est cette sollicitation communautaire qu'on peut voir à travers ce que je disais, l'effervescence et la résilience, qui peut nous emmener à créer des lieux collectifs et d'appréhender autrement les villes dans lesquelles on vit. Voilà. Tu peux rajouter quelque chose? Moi, je voudrais juste te remercie d'expliquer la série ainsi. Et moi, je voudrais juste dire que vraiment, pour moi, faire cette série, faire cette photographie, c'est l'occasion de porter un regard attentif, prendre le temps avec les habitants de cette ville, d'Alger, discuter, essayer d'aller en profondeur et de comprendre pourquoi ils ont écrit, pourquoi ils veulent s'exprimer de cette manière, et de créer une suite. Cette suite
dans laquelle on se retrouve donc montrer ces murs silencieux, porter cette voix, la voix de ces gens ailleurs et de créer un certain dialogue, donc s'intéresser à notre vie à travers ces supports, donc à travers l'expression de ces habitants. Et c'est la chose la plus intéressante que je trouve pour essayer de voir la vie des autres sous différemment, s'intéresser et essayer de comprendre l'autre. Et entre parenthèses, ce travail trouve aussi une suite concrète à travers une installation que j'ai fait et que je fais encore. L'idée pour moi, c'est d'imprimer ces photos-là à l'échelle A1 et de les... En fait, quand je dis A1, par exemple, la photo rouge qui est absente ici, malheureusement, parce qu'elle n'a pas eu... Celle-ci a été imprimée à grande échelle, où cette dame fait à peu près 1,60 m à partir du sol, et je l'ai imprimé en plusieurs laits, et je l'ai collé en face de l'arrêt-bus de Rennes 2. Et l'idée pour moi, c'était d'inviter les gens à passer dans ce cadre et de les photographier, les prendre en photo par la suite, pour essayer de créer une nouvelle scène d'un mur algérois dans une ville française ou autre. Pour moi, l'idée, j'ai fait celle-là à Rennes et une autre à Nanterre, celle du drapeau. Je pense mettre celle de Marseille à Marseille, parce que ça je très bien. Peut-être mettre à Hambourg. Je pense à aller aussi mettre une photo après des repérages que j'ai fait là-bas. Donc c'est aussi dans ce travail de continuité que je veux aussi m'insérer pour créer une suite et ne pas juste faire de la photo pour faire et aller en avant. Voilà. Alors, merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. 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 That stuff gonna think